Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce concept de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. Ce soir, nous allons vous offrir un cocktail explosif, un cocktail exceptionnel, grâce à notre caméra embarquée dans les coulisses de la rencontre Côte d'Ivoire-Ghana. Premier sujet à l'ordre du jour, le triomphe de la Côte d'Ivoire est-il celui de la réconciliation du peuple ivoirien? Ensuite, après les couacs survenus lors de cette compétition, la CAF sert-elle réellement la CAN? Et pour sortir de cette édition, on va s'intéresser au All-Star Weekend qui a lieu dès demain. Et on va en profiter pour également faire un focus à une nouvelle discipline qui est en train de naître au Cameroun, le basketball 3x3, qui sera servi dans cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation des spécialistes du panel qui est déjà constitué. On va débuter honneur aux dames. Aldi Abeko, bonsoir. Hello. Comment tu vas, Aldi? Ça va bien et toi? La grande forme? La grande forme. Une fois de plus, heureux d'être avec toi, une fois de plus, bien sûr. Ah ben si en plus c'était la fête de la jeunesse, c'était ma fête. Ok, ben, bravo. À ses côtés, Célestin Biakidifana, que l'on ne présente plus, hein, une véritable référence. Célestin Biaki, bonsoir. Bonsoir Nono, je m'excuse, je me suis pris un chat dans la gorge et je crois que j'espère que je vais être audible ce soir. Très bien. Ça fait de la peine, mais je suis là quand même. Très bien. Je tenais à honorer cette invitation. Très bien, Célestin. On termine avec Arthur Djanwanet. Arthur, bonsoir. Bonsoir Edith. Bienvenue une fois de plus parmi nous. C'est un plaisir à chaque fois. Très bien. Voici pour vous, messieurs et dames, l'actualité de la presse sportive internationale présentée par Bertrand K. Au montage, Bodentalom. Cook meat properly. Cuisez la viande correctement. Bonjour. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse de ce jeudi 12 février. On débute avec le quotidien ivoirien L'Intelligent qui, au lendemain de la victoire des éléphants face aux Black Stars du Ghana, a titré « Dieu était ivoirien à la suite d'un scénario rocambolesque », tout en évoquant le destin du gardien de but Popa Barry avec les éléphants qui a été le héros de tout un peuple. En Angleterre, The Mirror Sport évoque la victoire des Blues face à Everton, 1-0 à Stamford Bridge, avec le but inscrit en fin de deuxième partie par le Brésilien William, qui permet à Chelsea d'espérer encore plus au titre. Le manager d'Aston Villa, Paul Lambert, quant à lui, a été viré à la suite du classement de son équipe, mais le club devra lui verser une indemnité de 10 millions de livres. La Gazzetta dello Sport en Italie parle de Claudio Losito, le président de la Lazio, qui a fustigé les arbitres qui, selon lui, seraient à l'origine de la défaite de son équipe. Cette attitude lui a d'ailleurs valu un carton rouge décerné par la Gazzetta dello Sport. Au Portugal, le quotidien Abola fait un focus sur le milieu de couloir Concalvo Guedes de 18 ans, qui a encore été décisif face à Victoria Setúbal, une victoire qui fait du bien aux bénéfiquistes, comme le déclare son entraîneur Jorge Resum dans le journal. Selon le quotidien madrilène Marca, le Real Madrid serait aux trousses du latéral du FC Porto, Danilo. Son prix est fixé à 25 millions d'euros et son contrat se termine avec le FC Porto en 2016. Et selon le même quotidien, le Real Madrid serait aussi intéressé par le joueur. Dans le quotidien AS, paru ce matin, le gardien titulaire de la Copa avec le Real, ce samedi semble être en faveur du costaricien Keylor Navas. Et face au naming du Real Madrid, le quotidien nous rappelle que cela n'est possible qu'après les élections en interne.
Selon le quotidien Sport, la qualification du FC Barcelone serait déjà acquise à la suite de sa victoire face à Villarreal 3-1 en Coupe d'Espagne. Ce qui est déjà la 10e victoire consécutive des Blaugrana, comme le rappelle le journal. Le quotidien français L'équipe, quant à lui, nous informe que le sélectionneur Didier Deschamps aurait accepté de prolonger son mandat avec l'équipe de France. Cependant, selon le quotidien, l'argent des droits TV doperait le championnat anglais et c'est l'actualité. L'hebdo français France Football fait un portrait du Special One José Mourinho, qui est considéré par France Football comme étant l'emmerdeur de service pour ses frasques, ses positions, ses provocations, tout en dévoilant ses relations avec Abramovich. L'article est accompagné des témoignages de Louis Van Gaal et de Franck Lampard. Ce sera tout pour la rubrique Média Presse de cette semaine. À la semaine prochaine. Bonjour, c'est Brahma Traoré, international guinéen. Suivez Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour s'intéresser à du breaking news, tout simplement l'actualité de la semaine. Alors, avec mes spécialistes, on va aborder le sujet autour des différents candidats à l'élection à la FIFA, que vous allez voir en image. Avec cette information survenue exactement lundi, car les vérifications réglementaires de la commission électorale ad hoc ont été effectuées et les 4 candidats qui ont aussi été, considérés par cette commission ad hoc, que vous allez voir, sont effectivement Figo, Blatter, Van Ham, le Jordanien Al Hussein de Jordanie, bien sûr. Et on rappelle bien sûr que les 2 autres, David Ginola et Jérôme Valque, bien sûr, sont tous 2 écartés de la compétition. Alors, une réaction par rapport à ces différents candidats qui aujourd'hui postulent à ce poste de président de cette institution qu'est la FIFA, le Diabego. Mais écoute, on dirait que Blatter ira sinon sur son 5e ou son 6e mandat s'il gagne cette élection, mais il est très fort. Donc je pense qu'effectivement il y a différents candidats, mais déjà premièrement il faut savoir qu'il va obtenir le soutien inconditionnel de l'Afrique grâce à Issa Hayatou, qui va, je pense, prendre la présidente de fédération. Non, pour les autres candidats, je pense que ça pourrait se jouer, effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, avec vous, Arthur, le cas Luis Figo, qui semble être une surprise, pensez-vous qu'il peut aller au bout de... Oui, c'est une surprise. Bon, maintenant, Luis Figo, c'est une figure assez importante du football portugais, mondial. Je rejoins un peu l'avis de Lydie, c'est-à-dire qu'il y a une très grande longévité du président actuel de la FIFA. Je serais peut-être pour qu'on limite peut-être parfois des mandats juste pour renouveler un peu le paysage dans le football. Le dynamisme. Le dynamisme, c'est vrai. Bon, maintenant, je suis persuadé qu'on doit être réaliste. Il y a ce football business parce que ce genre de longévité aussi, c'est parce qu'on a pris le football et on l'a amené à des sommets business toujours sans cesse égalés. On a vu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc il y a pas mal d'intérêt derrière, mais la candidature de Figo, moi je la trouve assez rafraîchissante. Alors avec vous, Célestin Biaki-Difana, le cas des 2 autres candidats qui se retirent, est-ce que c'était des candidatures fantaisistes selon vous? C'est ce qu'on pourrait penser, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des personnalités qui ne sont pas assez représentatives au niveau de ce que j'appellerais le quota du football mondial. C'est des candidatures assez individuelles qu'il avait la difficulté à rallier, je crois, le parrainage des 5 fédérations, d'au moins 5 fédérations, ce qui pose problème, effectivement. Mais déjà, dans cette flopée de candidatures, je voudrais qu'on considère cela comme une révolution et une ouverture. Ouverture en ce sens que nous sommes restés longtemps sur des candidatures internes qui prospéraient et qui arrivent au bout. Aujourd'hui, il y a des personnes relativement, je pense à Figo, qui constituent des personnalités qui ont une forte aura et qui peuvent aujourd'hui ramener une autre réalité dans la conception de ce sport et au niveau de la FIFA même d'ailleurs. Justement, en parlant de ces candidats, on va évoquer le cas de celui de l'Afrique, en tout cas président de la CAF, Issa Hayatou, qui selon une source du site Foot 365 aurait, entre guillemets, évoqué l'éventualité de prolonger, du moins de modifier les statuts de la CAF pour pouvoir se représenter en 2017. Une réaction par rapport à cela, il dit avec vous. Oui, bon, enfin, c'est pas une éventualité. Les textes, oui, ils sont en train d'en parler, en tout cas, de repousser ou de changer les textes qui disent qu'on ne peut pas se présenter après l'âge de 70 ans, ce qui empêcherait Issa Hayatou de se représenter. Mais je ne pense pas que ce soit seulement pour sa propre candidature qu'il le fait.
disent-ils à la CAF, c'est parce qu'ils veulent s'aligner en fait sur la FIFA qui, elle, a déjà procédé à ce changement-là. Très bien. Une réaction d'Arthur Jean-Van par rapport à cela? On a vu la longévité de Sepp Blatter. Alors Ah non, Sepp d'Ayatou est supérieur. Ayatou, il est à la CAF 88. depuis 88, alors que Blatter depuis 98. Donc là, il bat tous les records de Justement. longévité. Voilà. Et les deux protagonistes ont retrouvé il y a quelques jours, lors de la finale de la Coupe d'Afrique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et le Ghana, bien sûr, remporté par les éléphants. On va en profiter grâce à notre caméra embarquée pour vous offrir des éléments exclusifs de cette rencontre. Suivez plutôt les coulisses de cet événement. Bienvenidos a la cantina de Migambolo. Nation, dem mam Africa. Ça danse le foot, ça parle le foot, partout en Afrique. Ozarazayo, c'est la passion. On est tous des fous de foot. Uganda Chingambochi, Uganda Chingambochi, Uganda Chingamo. On est tous des fous de foot. Uganda Chingambochi, Uganda Chingamo. Dans les championnats d'Afrique, on l'a raté en 2006, en 2012 on l'a raté. Et puis les garçons avec une équipe toute remaniée, des jeunes joueurs, pour certains c'est leur 6e match de Coupe d'Afrique, pour d'autres c'est leur 5e, 6e CAN. 5 ou 6e CAN, et puis Dieu nous a sauvés, Dieu a permis qu'on puisse aujourd'hui ramener la coupe en Côte d'Ivoire, et je dis bravo au comité exécutif de la fédération qui a pris beaucoup de coups mais qui a su rester digne, et des joueurs qui ont démontré une certaine sagesse, une certaine humilité, et ça paye aujourd'hui.
soir, dans les prochains jours, tout le peuple soit uni. C'est ça le plus important. On remercie une fois de plus Baudouin Talon qui est au montage de cet élément. On en profite pour évoquer la titraille du quotidien ivoirien, l'Intelligentsia, qui a évoqué cette semaine sur son journal que les dieux étaient ivoiriens. Alors, les spécialistes, à la suite de la rencontre que vous avez vécue, les dieux étaient-ils véritablement ivoiriens? Je dirais sur ce match, oui, les dieux ont été ivoiriens sur le match. Maintenant, sur la durée de la compétition, il faut savoir quand même la Côte d'Ivoire a démarré, on va dire, de façon plutôt timide. Aux éliminatoires, le Cameroun leur avait donné une belle leçon. Hervé Renard était sévèrement critiqué pour ses choix. Drogba, Zokora, tout ça n'était pas là. Donc, on l'a pas vu venir, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que vraiment, chapeau bas. Et en ce qui concerne le dernier match, oui, effectivement, Dieu était ivoirien pour une seule raison. Quand il y a eu les 2 premiers tirs au but, on était tous persuadés que c'était trop difficile pour que la Côte d'Ivoire passe. Et malgré tout ça, non seulement la Côte d'Ivoire a redressé la barre, mais en plus, elle l'a dépassée. Alors, une réaction de Célestin Biakidi-Fana. Oui, je dirais c'est une très belle titraille, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi? Parce que quand on arrive à l'issue d'un match comme celui-là, c'est-à-dire qu'on est départagé par le coup du sort, pas parce qu'on a du talent, on comprend facilement que, effectivement, ceux qui ont pensé à titrer Dieu était ivoirien ne se sont pas trompés. Pourquoi? Parce que on voit bien que c'est au bout de ce suspense-là que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de gagner sa Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que c'est une très belle chose. Très bien, oui Arthur. Les dieux étaient ivoiriens, ils ne sont plus ghanéens, en tout cas dans l'ère moderne. Non, sincèrement, la Côte d'Ivoire, souvent annoncée, jamais gagnant. Mais la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, c'est une équipe qui a vraiment été très poussive pendant les éliminatoires. Extrêmement poussive. Le jeu contre la Guinée ou contre le Mali, où ils s'en sortent de justesse. Et vraiment, c'était pas vraiment ça. Mais progressivement, on a senti une équipe quand même qui est montée en puissance. Qui s'est dit, si on est sorti des qualifications où on n'était pas au mieux, et pourquoi pas? Et chaque match, un après l'autre. Et cette finale, forcément, vu le scénario, je pense qu'il y avait quand même de la tension dans la finale. Et beaucoup d'émotions. La tension, l'émotion, on se rappelle forcément du passé. À chaque fois, c'est des tirs au but quand même pour les Ivoiriens. Donc à chaque fois, on est encore reconfronté aux tirs au but après les années 2008, 2012, à chaque fois. Et donc, on se crispe parfois. Il y a mené 2-0 au pénalty, avec 2 pénaltys ratés. Forcément, là, on se dit... Il n'y a pas que ça. Il y a que c'était sur le scénario, c'était bis repetitat de ce qui s'était passé en 1992. Et c'est ça qui était extraordinaire. On a presque fini là, c'était, je pense à un 9-8. Mais la dernière fois, c'était 11-10. C'était contre la même équipe. Ça aurait pu être resté comme un traumatisme quelque part pour les Ghanéens. C'était vraiment incroyable. C'était presque la même chose. Justement, en parlant d'émotions, on a assisté à de véritables émotions lors de cette rencontre, bien sûr, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit ceux qui étaient présents. Et on va, grâce à cet élément du groupe Canal+, suivre l'interview de Kopa Barry. On a un léger souci pour pouvoir analyser, du moins faire passer cet élément de Kopa Barry qui faisait preuve de son émotion. On va plutôt y aller, je pense que c'est bon. J'ai été critiqué, mais bon, je suis quelqu'un, je veux progresser dans ma vie, je veux toujours apprendre. C'est vrai que je ne suis pas grand par le talent, je ne suis pas grand par la taille, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de toujours progresser. Les critiques, ça fait toujours progresser dans la vie. Je me suis servi, j'ai travaillé pour l'équipe, j'ai travaillé pour le groupe. Dieu, il est juste. Et j'ai une pensée pour ma maman. Je sais que ma maman, elle souffrait parce que je ne jouais pas. J'ai une pensée pour ma mère. Parce que je sais que ma mère m'aime. Et merci à tous les Ivoiriens, merci à tout le monde, merci. Alors, quelle émotion liée avec Célestin Biaké, Arthur John-Wan de Kopa Barry après une rencontre comme celle-là? Je dirais, il étouffe de modestie même d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est lui qui décante la situation au dernier pénalty. Et cette modestie-là nous donne l'image d'un enfant qui se définit lui-même comme quelqu'un qui veut apprendre, qui veut progresser et aller de l'avant. Il a commencé par reconnaître qu'il a été vivement critiqué. Ça fait mal, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je crois, c'est la force de la transcendance qui fabrique les grands champions. Alors, dans cette logique-là, on ne peut que lui dire bravo.
Alors, Didier Beko. Moi, je dirais vraiment les duos étaient avec Copa, enfin, Dieu était avec Copa Barry parce que 35 ans, il n'était pas censé jouer cette finale. Il a été la doublure de Gboro pendant toute la compétition. Et donc, vraiment, chapeau. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est qu'il a fait des déclarations comme quoi il n'est ni grand par le talent ni par la taille, mais qu'il aime apprendre et que c'est ce qui l'a emmené jusque-là et qu'il ait tenu le coup. Vraiment, jusqu'à une belle consécration, c'est presque un film américain. Alors, tu as un scénario assez exceptionnel avec Copa Barry qui était quand même, entre guillemets, écarté par Hervé Renard, considéré comme le second gardien. Et à la suite de la blessure du premier gardien, il se retrouve donc à la finale. C'est une histoire très belle parce que Lydie le rappelait, je crois que c'est 33, peut-être 35 ans. 35 ans. Il dit, à cet âge-là, j'ai encore envie d'apprendre. Alors quelle humilité, c'est quand même incroyable qu'au soir de sa carrière footballistique, parce qu'à 35 ans, on est quand même considéré comme vieux, même si les gardiens de but ont une longévité un peu supérieure à leur poste. Mais il dit, j'ai envie d'apprendre, j'ai été vivement critiqué, et il faut en larmes en pensant à sa mère. C'est-à-dire que pour lui, à ce moment-là, ça reste du jeu. On est dans le jeu, on n'est pas dans le foot business. C'est vraiment l'émotion pure d'un gamin finalement qui est en train de jouer. C'est un gamin alors que... Et son rêve de gamin qui se réalise. Un autre élément. Moi, je regarde cela comme une reconnaissance. Une reconnaissance peut-être tardive, mais une reconnaissance qui vient consacrer une carrière faite de beaucoup de bas. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose avec ce rôle-là. Alors, un autre élément que les téléspectateurs sont en train de voir en image, parce que justement, lorsqu'il s'adressait justement aux autorités ivoiriennes, celui qui a pris la parole, c'était effectivement le capitaine Yaya Touré, qui après quelques secondes a officiellement fait savoir qu'il ne pouvait pas continuer dans ces conditions-là. Il se devait de laisser la parole à l'aîné du groupe, qui était donc Copa Barry. Décidément, dans cette session ivoirienne, il y a une véritable humilité. Est-ce que c'est l'ambiance de la victoire qui amène ce si bon sens, selon vous? Pendant longtemps, il ne faut pas oublier, je crois que c'est 23 ans qu'ils ont attendu pour avoir ce trophée. Ils sont passés par des périodes très très difficiles, comme nous en connaissons au Cameroun, et ils reviennent de très loin. Donc je pense qu'il y a une humilité, une espèce de remerciement vis-à-vis de ce qui leur arrive, du travail qui a été effectué. Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a Drogba, c'est-à-dire tous les grands joueurs ont vraiment rendu hommage, pas seulement à Copa Barry, mais vraiment à cette belle compétition, quoi, les dieux étaient ivoiriens. Alors, en parlant de grand, que va-t-on dire justement d'un autre grand, en tout cas beaucoup considéré comme étant le sorcier blanc, Hervé Renard, qui, lors de cette compétition, s'est encore illustré par ses choix tactiques, son abnégation, son courage, etc. Arthur? Il redonne le trophée là où il l'avait volé. Deux éditions plus Il tôt. y a des mauvais joueurs. Qu'est-ce que c'est pas? Non, mais deux éditions. Non, mais c'est ironique. Le rabat-joie. Non, c'est ironique, mais c'est vrai que deux éditions plus tôt, il privait la Côte d'Ivoire d'un sacre avec la Zambie. Et là, il est celui qui finalement. Mais il a été vivement critiqué, même pendant les éliminatoires. Même ce 4-1 à Yaoundé, c'est pas. Même la défaite, surtout à Abidjan contre la RDC. A été très très mal vécu, et à l'époque c'était vraiment le fil du rasoir, et aujourd'hui il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'il y a des joueurs qu'il a mis de côté, il y en a d'autres qui n'a pas réussi à convaincre, c'est quelqu'un qui a été vivement critiqué, et finalement en 6 mois il a fait l'extraordinaire. Je crois que pour la Zambie ça lui avait pris quelque chose comme 4 ans. C'est vrai. Certes une équipe qui avait beaucoup moins de stars, mais une équipe quand même, enfin il est exceptionnel. On voit le coach qui va avec la volonté, c'est-à-dire que quand on le voit sur le bord du terrain, il est en train d'haranguer les foules, il est en train de... Vraiment, il fait corps avec son équipe, c'est assez exceptionnel. C'est pas le genre de coach qui reste tranquillement dans son box et tout. Il encourage vraiment ses joueurs, il les pousse à bout. Est-ce que moi, je crois qu'il a une tête de gagnant. C'est quelqu'un qui est toujours en train de penser qu'il faut tenir un langage vainqueur à ses troupes. Et c'est ce qui déteint dans tout ce qu'il a pu faire, malgré la difficulté. Quand on le voit à l'œuvre, on imagine tout simplement que le genre de langage qui tient au vestiaire, c'est beaucoup plus un langage de motivation, un langage où il demande aux gens de se sublimer. Et je crois que c'est ça qui fait sa différence. Alors, Lydie, justement, certaines rumeurs annoncent le fait qu'il va sans aucun doute quitter, du moins abandonner la sélection ivoirienne. Quelle est votre réaction par rapport à cela? En tout cas, paraît-il que son contrat va, je crois, jusqu'à juillet 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des rumeurs. Il dit qu'il est ouvert à des propositions. On parle d'ailleurs de Saint-Étienne, je crois, qui lui fait la cour. Bon, maintenant, pour l'instant, il est encore en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a d'autres chats. Et si jamais il quittait justement la sélection, il abandonnait la sélection ivoirienne, comment pouvez-vous justifier cette décision?
après ce Mais sacre. d'ailleurs, il y a eu des déclarations, bon, sont-elles vérifiées ou pas, il y a eu des déclarations comme quoi il menaçait déjà de partir juste après, même s'il arrivait déjà en finale, pour lui c'était beaucoup, il a dit qu'après il partait, suite à toutes les violentes critiques dont il a été la cible, et aussi au fait qu'il n'a pas toujours été accompagné. Il a eu des bras de fer avec la fédération ivoirienne de football, donc ça n'a pas été facile pour lui, et je pense qu'il se plaignait aussi des conditions dans lesquelles il était, etc. etc. Bon, des choses quand même, une victoire comme celle-là, je crois que ça change le cours des choses, ça change le cours de l'histoire. En tout cas, la sélection ivoirienne, cette victoire leur a valu des primes conséquentes. Hein. On tient juste à rappeler que les 23 footballeurs ont reçu effectivement des primes d'un montant de 90 000 €, indiqué le ministère des Sports. Ensuite, chaque joueur a reçu une villa à hauteur de 46 000 €, la valeur de la villa. Hervé Renard, pour son cas, a perçu 114 000 €, un peu plus que les joueurs. Décidément, on s'est récompensé en Côte d'Ivoire, on va dire ça. Au moins, ils perçoivent véritablement les primes. C'est pas... Non, mais au Cameroun, on les reçoit aussi. J'ai jamais parlé du Cameroun. Je pense très bien. C'est une polémique que vous voulez créer? Non, c'est pas une polémique. Moi, j'ai dit, c'est une très belle récompense qui vient aussi récompenser, je crois, les efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une société qui sort d'une période très difficile et je crois que ces genres de gestes sont des gestes qui amènent à comprendre que l'État est conscient de cette unité nationale qu'il faut consolider. Et à partir de là, il faut donner des motifs de fierté aux joueurs. Ramener, parce que une équipe nationale, c'est un microcosme qui représente une nation. Et quand on voit cette Côte d'Ivoire triompher, on imagine que c'est un schéma qu'il faudrait étendre à la nation entière. Et pour cela, il faut encourager. Je crois que tout ce qui est fait là, c'est pour amener les Ivoiriens à oublier tous les stigmates de ce qui s'est passé, de la crise post-électorale. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Alors, je disais avec Célestin Djamène tend la perche. Cette victoire aussi peut être, bien qui autant pour moi, peut être considérée comme la victoire, le triomphe de la réconciliation, comme on évoquait en... Oui, je pense, oui. La grande réconciliation de la population, la réconciliation du peuple ivoirien autour du football, parce que le football, c'est l'opium du peuple, parce qu'effectivement, c'est fédérateur, hein, le sport. Hein. Dans toute l'histoire, on le voit notamment en Russie, on a toujours utilisé le sport comme un vecteur, n'est-ce pas, de cohésion sociale. Et je pense qu'effectivement, ça va aider. Bon, maintenant, de dire on va dire une caravane avec la coupe à travers la Côte d'Ivoire pendant une semaine, ça met du baume au cœur. Mais les problèmes sont bien plus profonds que ça. Alors, la victoire de la réconciliation, je ne sais pas, mais la victoire, un baume au cœur. Disons la victoire comme un jalon. Comme un jalon. Voilà, parce que c'est peut-être permanente. Voilà. Et puis même pas, ça montre aussi qu'il y avait des différentes parties et comment dire, une dichotomie dans l'équipe, comme ça s'est observé au Cameroun et ailleurs. Oui, et c'est magnifique de voir qu'ils ont composé ensemble, que Yaya Touré, Kopa Barry même qui était mis de côté, il n'a aucune rancune par rapport à ça. Et qui aujourd'hui, tout ce qu'ils savourent, c'est leur victoire. Alors, cette masse qui était présente lors du retour triomphal de cette sélection, ça traduit, je pense, je ne sais pas si on doit dire réconciliation, mais ça traduit en tout cas l'unité. À ce moment-là, pendant un certain laps de temps, en tout cas, il y aurait une forte unité. J'ai pensé, moi, je ne veux pas citer de marque, mais à un opérateur de téléphonie là-bas qui a bossé toute la nuit et qui a sorti un grand panneau avec Kopa Barry dès le lendemain. Comme par hasard. Non, mais il est le personnage finalement de cette finale. Et 1 million de supporters qui les ont suivis, on a vu les images dans les stades. Ça fait plaisir quand toute l'Afrique, il y a quelque temps, a regardé l'élection présidentielle chez eux, qui était tellement porteuse d'espoir, parce qu'il y avait eu ces débats, tout le monde regardait, et après on a vu toute l'horreur qui s'en est suivie, excusez-moi. Mais lorsqu'on voit ces images-là d'un pays qui s'est relevé, moi j'ai eu la chance d'aller visiter ce pays, ils bossent, ils se sont relevés, ils continuent à se relever et je pense que cette victoire était justement, alors tu veux parler de Kopa Barry, que va-t-on dire justement de ce grand absent de cette victoire, Didier Drogba, qui d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus exactement, a profité pour apporter son soutien à Kopa Barry. Était-ce le bon moment? Son attitude était normale? Mais la question c'est, pouvait-il dire autre chose? Aussi, bien sûr. Oui. Ça, c'est une excellente question. Non, c'est une excellente question, mais je pense qu'il a envoyé des tweets, des Instagram. Il a dit qu'il regrettait quelque part de ne pas pouvoir soulever cette coupe. Mais j'ai noté cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Il s'est dit soulagé d'avoir arrêté à temps pour que les autres puissent grandir. Et ça, c'est exceptionnel. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il reconnaît lui-même qu'en ayant été là,
le scénario aurait pu être différent en termes d'osmose dans l'équipe. C'est un vrai passage de témoin. On a dit tout à l'heure, les dieux étaient-ils ivoiriens? Le diable était-il Drogba? Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais sincèrement, lui aussi, quelle humilité, parce qu'on a parlé de l'humilité de Kopa Barry tout à l'heure. Hervé Renard a essayé de le convaincre. Lui et Zokora aussi, je pense. Voilà. Zokora et Drogba. Il a été ferme en disant non, mon temps est passé, il faut laisser la place au suivant. Et il était comme un gamin lui aussi devant sa télé en sautant de joie. Il a dit merci. Voilà. Et justement, Arthur et Lydie et Célestin Jamel, à défaut d'être présents avec Biaké, je vais y arriver, à défaut d'être présents pendant cette compétition, je parle bien sûr de Didier Drogba, cependant pense assez souvent à nous sensibiliser. Je vous prie de suivre. Report unusual illnesses. Together, we can beat Ebola. Alors, à la suite des différents couacs rencontrés lors de cette compétition, je parle notamment de la CAN, c'est-à-dire que l'attitude des arbitres, les incidents survenus, le problème de calendrier aussi qu'on évoque assez souvent. Aujourd'hui, on va se poser la question pour ce second sujet, de savoir si la CAF est-elle réellement au service de la CAN. Alors, pour aborder ce sujet, les spécialistes, une fois de plus, qui sont d'ores et déjà là. On rappelle aussi que pour le sujet autour du basket, nos spécialistes Yves-Lionel Goumou et Paul-Olivier Titi Bellaté sont présents pour aborder ce sujet autour de la NBA All-Star Game, bien sûr. Alors, c'est un Jamel. C'est un bien qui dit Fana, autant pour moi. Je vais y arriver. Non, mais j'hallucine, c'est parce que on l'a assez souvent, et puis voilà. Alors, j'arrive avec vous concernant ce cas. Que dites-vous déjà au niveau des couacs rencontrés lors de cette compétition? Les couacs participent de ce qu'on appelle des éléments qu'on doit gérer dans tout événement. Donc, on ne peut pas... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des observateurs étrangers qui ont sauté à bras raccourcis sur les petites gaffes qu'il y a eu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui ont pensé qu'il fallait présenter cela comme une calamité africaine et même comme une fatalité africaine. J'ai dit non, ce n'est pas une fatalité, ça arrive. Quand il s'agit d'événements, il faut s'attendre plus ou moins à ce genre de couacs qui relèvent de la dimension des hommes parce que les hommes sont faillibles, ils peuvent faire des fautes. C'est ce qui est arrivé avec ce mauvais arbitrage qu'il y a eu. Et je crois que les débordements qu'il y a eu ne sont pas une nouveauté africaine. Il ne faudrait pas qu'on insiste dessus pour ternir, je crois, ce qui a été une grande fête. Parce que pour moi, c'est une grande fête. Parce qu'à 2 mois de l'échéance, que le Maroc ne soit plus partie prenante à l'événement et qu'en si peu de temps, on ait réalisé le défi contre ce que je vais appeler un mauvais balai diplomatique, orchestré par d'autres qui ont bien voulu que ça capote. J'estime qu'on doit tirer le chapeau à cela, d'avoir réussi en un si court laps de temps la préparation de cet événement et puis tout simplement sa réalisation. Donc, je ne veux pas être de ceux qui pensent que forcément il faut qu'on s'attarde sur ces quoi pour en parler comme s'il s'agissait d'une calamité ou même d'une fatalité africaine. Très bien, c'est un Biaké. Effectivement, par rapport au temps qui a été imparti, je parle bien sûr de la Guinée équatoriale, réaliser une compétition comme celle-là, ça a été un véritable succès, ça il faut le reconnaître. Mais cependant, Lydie avec Arthur, il y a aussi cet aspect du calendrier de cette compétition qui posait déjà problème, mais qui aujourd'hui semble être une compétition qui se veut moderne, semble être un véritable hic. Oui, non, c'est sûr, quand on voit effectivement la difficulté que certains joueurs ont de pouvoir quitter leur club pour venir assurer pour la CAN, on en a vu d'ailleurs, je crois, avec Djadjidji qui n'ont pas, enfin, qui ont, soit il y a des blessures diplomatiques, c'est le Diafra Sakho, ou alors Djadjidji qui a dit clairement que bon, voilà, la sélection n'est pas sa priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de calendrier qui se pose. Alors pour le bien des joueurs, si on peut dire ça comme ça, l'idéal aurait été que la compétition effectivement se passe par exemple pendant l'été, mais c'est-à-dire au mois de juin ou de juillet. Mais maintenant, en termes de sponsoring et puis en termes de beaucoup d'autres choses, parce qu'il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte, voilà, c'est peut-être plus compliqué. Alors justement, Lydie, oui, Arthur. Et surtout, il ne faut pas s'aligner
s'aligner parce qu'on nous demande de s'aligner, mais s'aligner pour des raisons qui profitent à l'Afrique. Oui, non, c'est clair parce que la compétition a lieu mi-janvier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les championnats, la trêve est finie, même en Afrique. Je veux dire, les championnats reprennent à ce moment-là. C'est un peu compliqué. Alors, avec les championnats européens, c'est vraiment très compliqué de voir de pouvoir laisser partir les joueurs. Alors, ils s'épuisent, ils ont 5, 6, 7 matchs en plus. C'est un vrai casse-tête pour leur club qui, eux, les payent au quotidien. Donc, je crois même que Yaya Touré au repos. Voilà. Et puis, bon, pour des raisons après, maintenant, la mettre en juin, juillet. Bon, il y a souvent, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est la saison des pluies dans pas mal de pays. Les stades peuvent être couverts aussi, c'est pas... combien de stades sont couverts aujourd'hui? Et puis en Afrique du Sud, il fait plus froid, mais c'est sec, il pleut pas. Au Maroc, dans les pays du Maghreb, et puis bon... il y a le Maghreb, l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont aux extrêmes. Et puis quand il y a la pluie en Europe, on n'arrête pas de jouer non plus. Alors oui, le spectacle peut être différent. Oui, c'est un bien. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue parce que j'aimerais d'abord qu'il me reprécise ce qu'il entend par compétition moderne. C'est quoi une compétition moderne? Moi, je crois que l'Afrique a un problème d'identité. L'Afrique a besoin d'avoir son identité relativement à ces compétitions. Quand on met en avant les critères climatiques, je crois que c'est trop facile de le dire. Pourquoi? Parce que les joueurs africains, nous voulons avoir une grande fête en Afrique. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Et forcément, il faut que nous ayons des joueurs frais. S'il faut s'arrimer au championnat européen, nous arrivons à des joueurs qui viendraient, selon le souhait des uns, qui voudraient que ça se passe en juin. Parce que c'est vers là où on veut tendre. Que ça se passe en juin. Nous avons des joueurs qui finissent le championnat. Mais est-ce qu'on ne va pas y arriver, c'est ça? Non, je ne crois pas. Il ne faudrait pas. C'est un bras de fer qu'il faut mener loin. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de garder l'identité de nos compétitions. Nous avons besoin de nos joueurs qui nous donnent du spectacle. S'ils arrivent en mai, à la fin du championnat, des championnats européens, où la fraîcheur dans la compétition, non, pour nous, nous ne pouvons pas. Et ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que ça possède, je dirais, le mot complot est trop fort, ça possède, je dirais, un processus qui se met en marche. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations se joue dans les années impaires. Ça avait commencé avec les années paires. Bon, la raison qu'on a évoquée, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait des coïncidences avec la Coupe du Monde. D'accord, on est là, d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais moi, j'ai dit, pour arriver aux années impaires, on a voulu bien nous faire croire qu'effectivement, il faudrait que les Africains fassent l'effort d'animer leur compétition au calendrier européen. Non, j'ai dit non. Il faut qu'on nous laisse avec notre spécificité. Regardez, je suis de ceux qui pensent que cette Coupe d'Afrique des Nations a été ratée en fait pas sur l'organisation, a raté au niveau du jeu. Pourquoi? Parce que quand on prend 16 équipes et qu'on retrouve 13 clubs avec 13 entraîneurs, 13 sélectionneurs, des entraîneurs étrangers, ça pose un problème. Vous êtes d'accord avec moi que sur les 2 premières journées de cette compétition, aucune équipe n'était qualifiée pour le deuxième tour. Ça veut dire que la spontanéité, le jeu africain a disparu. On est tous dans les calculs. On a tous des entraîneurs qui ont des schémas de jeu qui leur sont propres, qui sortent presque des mêmes moules européens et qui nous présentent ça. C'est quand même une calamité qu'on est en demi-finale. 2 clubs repêchés, il ne faut pas l'oublier. Oui, 2 sélections, oui. Ouais, 2 sélections repêchées. Je cite bien le cas. Le Congo. Et la Guinée qui n'était même pas partie prenante lors des éliminatoires. Vous comprenez bien que... Le nivellement, ça pose le problème du nivellement. Voilà. Très bien. On évoque aussi un autre aspect de cette compétition autour de ce cas, le Sénégalais Diafa Sakho, que vous allez voir, bien sûr, qui son club West Ham a considéré qu'il était blessé et malheureusement il ne s'est pas rendu avec la sélection. Et pour la FA Cup en Angleterre, on l'a vu jouer et ça fait en sorte que la fédération sénégalaise a dû porter plainte auprès de la FIFA. Bref, ça a tourné un scénario assez rocambolesque qui font aussi partie en gros, entre guillemets, de la situation que provoque le calendrier de cette compétition. Alors, un mot par rapport à l'attitude de la fédération sénégalaise concernant le cas Sakho. Bon, je pense que c'était rocambolesque de là aller porter plainte. Bon, s'ils veulent, mais la vérité c'est quoi? C'est que les joueurs, je parle de blessures diplomatiques, ils ont du mal à faire des choix parce qu'ils ne veulent pas laisser leur sélection, leur pays, et que le devoir les appelle dans un certain sens. Et d'un autre côté, ils ont leur avenir. Tous les jours, ils jouent dans des clubs en Europe. C'est ces clubs-là qui les mettent en avant parce que c'est bien beau la CAN, mais c'est une fois tous les 2 ans. Et sorti de là, on n'est même pas sûr que les équipes, c'est pas toujours les mêmes qui reviennent. Moi, je les comprends. Mais Lydie, est-ce qu'on ne peut pas voir derrière ça aussi un chantage des responsables des clubs européens parce qu'ils garantissent quand même un salaire consistant aux joueurs?
Est-ce qu'il n'y a pas de chantage derrière ça? Il faut Du subodorer chantage, ça aussi. Il faut aussi que les joueurs sachent se positionner en disant voilà, moi je joue dans la sélection de mon Est-ce pays. qu'ils sont en position de force? Voilà. C'est ça la grande C'est ça le question. problème. Ah, il faut avoir du cran pour le faire aussi. Parce que, Et je la donne un conséquence exemple. après, Je donne c'est un quoi? Et puis, il n'y a pas meilleure vitrine, il ne faut pas Je l'oublier. donne un exemple. Pour Les les joueurs, sélectionneurs, de plus en plus, on a parlé du cas Sagnol qui a fait polémique, de plus en plus se positionnent en disant moi, les joueurs qui vont à la CAN, je n'en veux pas. Ça ne veut pas dire je ne veux pas d'Africains, ça veut dire si vous venez dans mon club, ne commencez pas à me parler de la CAN parce que moi, je ne veux pas que vous ayez à la CAN. Mais il ne peut pas déroger à ça. C'est une loi universelle pour tout le monde. Un principe. Toutes Non, les sélections nationales. Djadjedje a dit non. Attends, bébé. Il a dit non. On subodore derrière ça Et qu'est-ce que des ça entraîne? arrangements. Ce que moi je Moi, trouve je grave. dis, la meilleure vitrine. Ce que je trouve grave, M. Difana, c'est que ça oblige les joueurs finalement à parfois choisir de jouer quand ils ont la possibilité d'être binationaux, d'aller jouer pour un pays comme la France que pour leur pays africain, parce qu'ils se disent que de toute façon, je veux participer aux grandes compétitions, que ce soit celle de l'UEFA ou la Coupe du Monde, mais si je suis dans mon équipe, je ne pourrais peut-être pas aller à la CAN. Donc il faut trouver un compromis dans tout ça. Moi, je pense qu'il faut travailler sur un compromis. Alors, toujours dans l'élan de cette compétition, que va-t-on dire justement du 11 type qui a été indiqué par la Confédération africaine, que vous allez voir en image? Vous allez remarquer que bien sûr les joueurs qui ont participé, qui ont joué des rôles actifs lors de cette compétition sont mentionnés. On a particulièrement le cas Vilakazi de l'Afrique du Sud qui n'a pas franchi tout de même le second tour, qui est de manière curieuse. On a surtout le cas du Camerounais Bedimo en tant que latéral gauche. On sait tous les qualités qu'a Bedimo, mais les spécialistes, expliquez-moi un temps soit peu, et l'absence aussi d'Atou qui a été désigné meilleur joueur de la compétition par le sponsor Samsung. Cependant, Ayou, qui lui aurait été désigné par la CAF comme étant le meilleur joueur de la compétition, mais on remarque l'absence de Atou et la curiosité avec les cas Bedimo et Vilakazi. Comment expliquez-vous la présence de ces deux joueurs alors qu'ils n'ont même pas franchi le second tour? Est-ce qu'on veut récompenser tout le monde en fait, qui a participé à la compétition? C'est un peu ça finalement la CAF d'aujourd'hui? Ben, on peut le subodérer, on peut le penser. Parce qu'il faut faire peut-être une sélection qui arrive à satisfaire toutes les sélections nationales. Pour laisser quoi? Malheureusement, il n'y a que 11 places pour les entrants. Pas 16, parce qu'il y a 16 équipes en compétition. On va faire des remplaçants, mais ça ne fait pas avancer le débat. Mais je dis tout simplement, nous sommes fiers de voir ça, tout simplement, parce que c'est la dynamique de la subjectivité. Il faut accepter ça comme ça. Chacun voit ça à sa façon. Hein? Moi, si je fais mon 11, vous êtes sûr qu'il y a pas mal de personnes que je ne ferai pas rentrer là-dedans. Mais est-ce que j'ai voix au chapitre? Ceux qui ont voix au chapitre ont décidé qu'il en est ici. Et on va accepter ça comme ça. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même au moins 5 ou 6 Ivoiriens là. Et qui est normal puisqu'ils étaient finalistes. Bon, ils étaient finalistes. Et puis et c'est assez normal tout de même. Et le cas de l'arbitre mauricien qui a été victime d'une attitude assez inacceptable, ignominieuse de la part des joueurs tunisiens, malgré ce que certains considèrent comme étant, entre guillemets, l'arbitrage inacceptable. On doit quand même rappeler que dans l'ensemble de cette rencontre, c'était plutôt bien, moyenasse, comme vous voulez. Et malheureusement, à la fin de cet incident, est-ce que l'attitude des joueurs tunisiens en vaut la chandelle? Ça reste du sport. Moi, je vais vous dire quelque chose. À vitesse réelle, je n'ai pas vu qu'il y avait simulation. Bon, maintenant, quand on regarde les ralentis, c'est quand même un peu criard. Maintenant, on l'a suspendu 6 mois, cet arbitre mauricien. On a demandé à la fédération tunisienne de présenter des excuses officielles. On leur a donné une amende. Ce qu'elle n'a pas fait. Ce qu'elle n'a pas fait. On leur a donné une amende par rapport à ça. On reproche à l'arbitre tunisien de ne pas avoir pu tenir le match. Mauricien, pardon. De ne pas avoir pu tenir le match. Sincèrement, bon, lorsqu'on sait que le Nzalang avait pu passer, en tout cas au match d'avant face au Gabon, il y avait déjà eu quelques petits doutes quant au fait que bon, c'est le pays organisateur. Là, j'ai envie de dire quand même, la psychologie pour un arbitre à la 89e minute, c'était un peu limite, mais bon. Ça arrive, des erreurs d'arbitrage, ça arrive dans le sport. Je pense que l'attitude des Tunisiens est un peu excessive. Oui, je pense aussi qu'elle est un peu excessive. C'est un fait de jeu, c'est pas la première fois. Moi, je reste toujours marquée par cette fameuse main de Dieu dont on parle. Ou de Thierry Henry. Voilà, ou de Thierry Henry, c'est vrai, plus proche de nous. Mais moi, c'est celle de Maradona en 1986. On en parle et on en a toujours entendu parler.
Bon, alors les Tunisiens, je pense qu'ils ont vraiment exagéré. D'ailleurs, ils ne se prennent que 50 000 $ d'amende. Alors je trouve ça, mais vraiment... Ça c'est curieux, selon vous. Non, mais c'est vraiment curieux parce qu'ils se sont comportés. Attention, parce que Il y a nous, eu du vandalisme. on a juste vu comment est-ce qu'ils ont poursuivi l'arbitre. Ils ont essayé de le frapper, à Kachi notamment, mais ils ont craché sur les gens, ils ont détruit du matériel, ils ont fait beaucoup de choses qui, pour moi, sont bien plus reprochables. Et dans ce sens-là, effectivement, il faudrait s'excuser, pas devant la CAF, mais devant même nous qui sommes les spectateurs. Alors, les alors vous parlez, c'était dur pour la alors vous parlez, bien dur. vous parlez de vandalisme. Alors que va-t-on dire justement de cet incident survenu justement après cette rencontre? Image iTélé. This one is too big. This one can kill. Is this still a safety? I know football is a game of friendly. Is this safety? Do they want to kill us in this country? Is the president watching this? Are you see what they are doing? Disgrace themselves. They are disgraced. You see, it's dangerous. It's a disgrace to this nation. Alors, les images parlent d'elles-mêmes, décidément, à la suite de ce qu'on a vu. Alors, la question que je vais vous poser de savoir, quelle est donc la sanction qui a été indiquée à cette sélection, du moins à la Guinée, qu'on a trouvée avec énormément de légèreté? Avec beaucoup de légèreté, effectivement. Je crois qu'ils ont 100 000 $. Bon, maintenant, en comparaison avec le cas du Maroc, où en est-on exactement? Oui, bon, c'est pas la même chose. Ce sont deux affaires qui sont totalement distinctes. Je pense pas qu'on devrait les comparer. D'accord. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ils ont pris 100 000 $ d'amende et je crois un match à huis clos. Avec sursis, puisque clairement, ils ont dit c'est impossible de pouvoir jouer un match de demi-finale ou de finale sans personne dans le stade. Si on enlève donc les supporters équato-guinéens, ou les Équato-Guinéens, ça va être difficile de pouvoir jouer le match. Alors, vous qui avez été en Guinée, Lydia Beko, comment pouvez-vous justifier cette attitude inacceptable de la part des supporters guinéens? On considère que ce soit... Alors voilà, de dire que c'est planifié ou que c'est l'attitude des supporters, je pense que c'est plusieurs choses qui se sont enchaînées. Effectivement, les Allans est une équipe qui soulève des passions extraordinaires. D'ailleurs, c'est ça qui les emmène aussi loin à chaque fois. Il faut savoir que les Allans, c'est incroyable. C'est vraiment, ils sont bénis des dieux, comme on dit, tant qu'ils sont dans leur pays. Il y a une mauvaise gestion, et moi je reste persuadée en tant que personne qui travaille souvent dans l'événementiel, qu'il y a une mauvaise gestion de la part de la sécurité, de tout le phénomène. C'est-à-dire que la sécurité qui était d'ailleurs plus préoccupée, moi je l'ai vu à plusieurs matchs, souvent regarder le match que de regarder les débordements éventuels. Après ça, il y a quand même du sabotage. Vous avez vu les pierres? Et ça sort d'où à votre Alors, avis? non mais dites-nous. Pour connaître les consignes de sécurité, et ils les appliquent, je suis sincère avec vous, moi jusqu'à maintenant, je me pose la question de savoir comment des pierres ont pu atterrir à l'intérieur du stade. C'est la réponse qu'on attend de vous, toujours. Non, mais je ne suis pas magicienne. Mais moi je sais, parce qu'à part télé, les autres, c'était des bouteilles, c'était des assiettes, c'était des trucs en métaux, des miroirs, des choses comme ça. Des cacahuètes pendant qu'on y est. Oui, mais c'était pas des pierres. Donc ça, c'est une question, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu. Oui, il y a une réaction de Célestin Biakedi Fana. Non, moi, je pense que la sécurité n'y pouvait rien. C'est une affaire qu'il faut regarder sur l'ensemble de la population équato-guinéenne. Je crois que ce petit émirat s'est vu plus beau. C'est un émirat qui se voit très beau et a projeté beaucoup d'espérance sur une équipe nationale qui n'est pas toujours à niveau. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que la sécurité ne pouvait rien faire parce que c'est on a fait une population qui de plus en plus commence à s'habituer au grand rendez-vous, mais a de la difficulté à accepter la défaite. C'est ça le véritable problème de la Guinée équatoriale. Et sur ce plan, moi je ne voudrais pas qu'on badine. L'immaturité, c'est ça? Il y a de l'immaturité dedans. Et je ne voudrais pas qu'on badine dessus relativement aux sanctions. Je trouve les sanctions légères. Pourquoi? Parce que
il est vrai, peut-être qu'on a bien voulu être assez clément parce que la Guinée équatoriale a permis de rattraper cette compétition qui pouvait être un gros raté. Mais simplement, quand on a fait assez d'agissements, quand les gens envoient des pierrailles sur les sporteurs, je pense qu'il fallait suspendre cette équipe-là pour des années, ne serait-ce, je dis, pour des années, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et que c'est vrai des compétitions qui comprennent qu'il y a un esprit de fair play à développer pour l'avenir. Lui, il dit qu'il semble pas être d'accord. Non, enfin, oui et non, parce qu'effectivement, je trouve que la sanction a été vraiment très très légère pour ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un cas comme ça au Sénégal, en tout cas, et le stade a été pendant un an. Je pense en tout cas, voilà, que le stade a été interdit de tout match pendant un an. Il y a d'autres choses qui auraient pu être faites pour montrer l'exemple. Une justice à deux vitesses de la part de la CAF. Non, mais moi, ce que je pense, c'est aussi un petit retour de balance quelque part. La CAF est tellement reconnaissante à la Guinée équatoriale d'avoir organisé. Et il faut savoir que le président Obiang Nguema a une attitude très très paternaliste avec sa population. Donc toucher à la population, c'est toucher au président, c'est quelque part, je pense, déroger aux bons accords qu'ils ont eu ces derniers temps. Donc ils ont été trop cléments, beaucoup trop cléments, surtout si effectivement on regarde par rapport à... Il faut grandir, c'est un pays qui doit grandir, tant dans la mentalité que dans tout. Trop clément, mais je pense aussi que, là où je ne suis pas d'accord avec Célestin, je pense que la sécurité pouvait faire quelque chose. Oui, la sécurité, les débordements. On a un stade où il y avait 15 000 personnes. À l'entrée des stades, vous devez avoir une fouille. Il y a la fouille. Voilà, il y a la fouille. Vous avez des stades de 40 000, 50 000 places où on fouille les personnes normalement et où des objets comme cela n'entrent pas. Voilà, parce que c'est quand même des grosses pierres. Le stade de Malabo, les pierres, comme je dis, ça reste une énigme. Mais je dis, les plats et les canettes, c'est parce qu'en fait, on vend dans les buvettes des canettes et des sandwichs et ce genre de choses dans le stade même. Une fois qu'ils ont passé la sécurité. Bon, maintenant, qu'elles soient projetées à cette... non, les pierres, là. Les pierres, ça reste vraiment une énigme. Parce que je me demande jusqu'à maintenant où est-ce qu'ils sont allés. On ne se balade balade pas avec une pierre dans sa poche en disant, bon, si ça tourne mal, je vais lancer ma pierre. Et ça, c'est ça qui a été étonnant. Bon, maintenant, la gestion, j'ai d'ailleurs aimé la phrase du président Obiang Nguema qui a parlé d'une attitude infantile de la population de Malabo, c'est dire à quel point il est paternaliste. Alors, selon le journal L'Équipe, toujours dans l'élan de ces informations-là, le président Ayatou aurait pesé de son poids pour éviter une sanction conséquente au Maroc à la suite de leur attitude de ne pas vouloir organiser cette compétition. Alors, que dit justement du cas Ayatou, qui encore, vous parlez de paternalisme, qui, par rapport à cela, dans ce rôle qui est le sien, a essayé de préserver les intérêts marocains, de se mettre bon, il n'a préservé aucun intérêt marocain, il faut arrêter, il faut arrêter là, je pense. Il a essayé d'éviter le pire, c'est une information. Éviter le pire. Mais est-ce qu'on ne revient pas à ce qu'on disait en début d'émission, il va se représenter, il faut ménager la chèvre, le chou Est-il donc toujours l'homme de la situation par rapport à la CAF, selon vous? Ça ne m'appartient pas d'en juger. Selon vous, c'est votre opinion. Non, mais déjà... Quoi, il n'est pas l'homme de la situation? Je crois que toutes les fédérations au monde fonctionnent avec des vieillards. Les fédérations sont séniles dans le monde. Et vous savez bien qu'ils sont aujourd'hui à vouloir modifier les statuts de l'association. C'est un avis tranché. Mais le trio, quand même, il faut l'avouer, en Guinée était quand même assez conséquent. Ça a l'air ridicule. Obiang Nguema, c'est pour ça que je dis... Blatter. Obiang Nguema n'est pas si âgé que ça. Il n'y a pas de... Non, je ne parle pas en termes d'âge. Vous avez évoqué le cas. Ne faisons pas de procédage. Moi, je dis il n'y a pas de cas Ayatou, il n'y a aucun cas Ayatou. Il y a juste ce que je constate, c'est-à-dire ce que j'appelle une chasse à la cour. Ah oui, les détracteurs veulent faire une chasse à la cour Ayatou. Moi, c'est ce que je constate. Une chasse à la cour. À la cour, d'accord. Ouais. Pourquoi D'accord, très bien. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Mais il peut l'être toujours. Mais ils ont été suspendus quand même. Le Maroc a été suspendu pour deux cannes, 2017 et 2019. Oui, je pense 9 millions d'euros, je crois. Oui, en tout cas, le Maroc informe mi-octobre qui veulent le report d'un an. La compétition commence mi-janvier. Je pense que le délai était très court. C'est en novembre qu'on désigne... ça méritait quand même une... Et puis, en plus, bon, l'argument avancé, la propagation du virus Ebola, on a très bien vu... En tout cas, c'est la fédération léger, leur compagnie aérienne va dans tous les pays desservis par... En plus, la Guinée, qui est un des foyers d'Ebola, a obtenu du Maroc... Non, c'est la Guinée-Conakry, pas la Guinée équatoriale. Non, je parle bien de la Guinée-Conakry, a obtenu du Maroc qu'elle puisse jouer ses matchs officiels au Maroc, ce qui veut bien dire que l'Ebola n'était pas... Mais non, quand il s'agit de football, on parle d'Ebola, mais pour le transport aérien...
Je suis Voilà, désolée. le transport, ils vont partout. Écoutez, Il y a une la Royal différence et Maroc, entre la Royal- canaliser une centaine de personnes qui voyagent, à qui on prend la température, et avoir des supporters, des milliers, des centaines de milliers de supporters qui arrivent à l'entrée d'un stade et de pouvoir être sûr qu'on va canaliser Mais tout le Lydie, monde. justement- La Guinée équatoriale ne l'a pas dit ouvertement, mais le fait qu'elle n'ait pas distribué ses visas à tort et à travers, c'est aussi une des raisons. Il devait être sûr d'être capable de contenir, n'est-ce pas, la vérification d'Ebola à la sortie de la Non, Guinée. mais Ils n'ont pas dit clairement. attends, Julie, mais Non. non, il faut tempérer ce que Lydie dit. Parce que la Coupe d'Afrique Nation ne mobilise pas une forte migration de flux en Afrique. Au Maroc, elle l'aurait fait parce que c'est pas loin de l'Europe. Oui, d'accord, on est Voilà. d'accord, il y aurait beaucoup de gens. Oui, et parce qu'il y a Mais j'ai beaucoup de dit, billets pas chers. pour l'illusion partir qu'on de a la de France, voir il y a beaucoup de d'Africains dans la spectateurs en diaspora Guinée qui équatoriale. seraient partis au C'est les Maroc pays pour limitrophes regarder, même qui pour le sont week-end. allés. Je pense que On était loin des foyers Ebola. Une des vérités aussi, ce serait peut-être que le Maroc, vis-à-vis de cette affaire Ebola, avait peut-être un peu peur de l'incidence touristique. Quand Oui. on sait que la Tunisie, Exactement. les C'est autres une pays grande du destination Maghreb, touristique. Voilà, ce sont des grandes destinations touristiques. Et qui aurait il des fallait- répercussions sur les années d'après. Et Voilà. moi, en fait, le débat ne se pose même pas. À partir du moment où il peut y avoir le risque sur la sécurité, de la santé d'une seule personne, je m'excuse, il y a des cas où un pays n'est pas obligé de Oui, mais prendre ce Lydie, il y avait risque-là. des risques aussi en Guinée équatoriale. Très bien. Oui, mais la Guinée équatoriale a accepté, le Maroc n'était pas obligé. Très Ils ont bien, dit non, très bien, c'est c'est tout. un Biaké, très bien Arthur Dorman, très bien dit avec Et On va en d'ailleurs, profiter. Non, je pour- vais juste dire qu'on a eu la chance d'avoir une magnifique Guinée équatoriale qui s'est bien illustrée dans l'organisation de cette CAN finalement. C'est le moins qu'on puisse dire, il dit avec Voilà. On sort de ce sujet avec le Zadnet de la semaine. They hate the way you walk. They hate the way you talk. They hate the way you stand up and the way you stand out. They just want to take you out. And they hate that they couldn't if they tried. They hate that you score all the goals and all the girls. They hate it when you win. Le Qatar a toujours fait les choses en grand. Mais cette fois-ci, le pays du Golfe est allé encore plus loin en invitant des supporters de chaque pays participant au championnat du monde. Un cadeau à plusieurs milliers d'euros, dont une vingtaine de Français bénéficient. Au début, on s'est demandé si c'était pas une blague, parce que le Qatar nous invite, et quand je dis nous invite, ils nous ont payé l'avion au départ de Paris, ils nous payent l'hôtel, un palace 5 étoiles, et évidemment les places pour assister au match de l'équipe de France. La seule contrepartie qu'ils nous ont demandé, c'est de faire du bruit pour encourager la France. Et là, Tom Brady n'a plus qu'à mettre genou au sol pour remporter le 4e Super Bowl de sa carrière et égaler le record de Terry Bradshaw et de Joe Montana dans la confusion, puisque forcément il y a échauffouré et que les Seahawks de Seattle n'acceptent pas cette défaite. Et pourtant, il va falloir l'accepter, messieurs. Hein. Un peu de classe, messieurs, quand même. Il remporte son duel face à Henri Olrira. Donc ça, quel geste de la part de Neymar. Petit bonbon dont on raffole avec la petite feinte de corps à l'origine pour donner cette fausse piste à Juan Dominguez et derrière il vient se jeter. Follow me, nobody talks. Why nobody talks? Even follow the Jet TV, you speak? Only speak to John. Yes, I can. Can't really leave. I'm running with this plan. Pull me, grab from the funky can't have me. I'll be the president one day. Jam could be first. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play. Yacine Brahimi, du FC Porto, joueur international pour l'équipe d'Algérie, sur le Samedi Sport, sur Canal 2 International. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour ainsi évoquer le troisième sujet de cette édition autour du NBA All-Star Weekend qui aura lieu dès demain du côté du Madison Square Garden à New York exactement. Alors pour en parler avec nous, puisqu'on va aussi évoquer le cas du basketball 3x3 qui va bientôt être effectif, du moins qui va bientôt être réel du côté du Cameroun, qu'il est d'ailleurs. Avec nous pour en parler, nos spécialistes de basketball, Yves Ngounou, bonsoir.
Bonsoir Edith, bonsoir à nos chers téléspectateurs et bonsoir à Titi. Et à ses côtés, bien sûr, merci de l'avoir appelé. Titi Biaté, bonsoir. Bonsoir. Alors, on évoque assez rapidement le sujet autour du All-Star Game. Avant d'y arriver, une petite mise en bouche avec les stars de la NBA. Écoutez, messieurs, dames, attentivement. C'est parti. Alors, léger problème technique avec la réalisation qui devrait normalement nous permettre de voir les éléments avec Russell Westbrook, les stars de la NBA, dans un scénario assez hors du commun. Je vous prie de bien vous la suivre. Alors, on repart du côté de la NBA pour s'intéresser tout naturellement d'abord à nos Camerounais qui évoluent avec le cas Joël Embiid et Luc Barmonté. Yves Ngounou, vous étiez durant la trêve, du moins en Noël, du côté de Philadelphie. Hein. Vous avez sans doute rencontré nos deux compatriotes. Qu'en est-il effectivement au niveau de la santé? Surtout celle de Joël Embiid qui est toujours, je crois, blessé. Oui, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer Joël en décembre dernier, en fin décembre, à leur centre d'entraînement à Philadelphie. Il se porte bien, il a repris les entraînements et actuellement il fait des séances avant les matchs des Sixers. Parce qu'en fait, avant les matchs en NBA, les équipes arrivent 2-3 heures avant le début du match et les joueurs font des séances d'entraînement, des séances de tir, ils revoient leur système. Donc Joël participe à toutes ces séances-là chaque fois que les Sixers doivent jouer. Quant à Luc Richard Mbamouté, comme on le sait tous, il est à la dernière année de son contrat. Il fait une très bonne saison pour l'instant. Il tourne à 10 points, 5 rebonds de moyenne. Malheureusement, son équipe est encore avant-dernière de sa conférence. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses vont assez bien. Et en plus, apparemment, ces derniers temps, il fait la partie du Saint-Major de Philadelphie, tout de même. Oui, en fait, Luc faisait déjà partie du Saint-Major même dès le départ. C'est juste qu'il a eu quelques blessures et également, à un moment, il a dû s'absenter pour venir accompagner son compatriote Joël au Cameroun pour un événement malheureux. Mais depuis son retour, il a repris sa place dans le 5. Alors, une analyse sur le lieu et le déroulement du All-Star Weekend qui se déroule dès demain, qu'on a dit tantôt. Alors, quels sont les critères pour qu'on désigne une ville et pas une autre? Est-ce qu'il y a une rotation éventuellement Titi Biaté, Yves-Lionel Gounod? Il n'y a pas de rotation en tant que telle. C'est un peu comme la désignation du pays qui doit organiser la Coupe du Monde ou alors la Coupe d'Afrique. Je crois on postule, c'est ça? Voilà, les villes se portent candidates. Et puis, un comité de décision en NBA décide de choisir quelle est la ville qui va accueillir le All-Star Game. Et cette année, ce sera la ville de New York, qui a 2 équipes en NBA, les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn, dont le All-Star Game aura lieu en même temps à Brooklyn et à Manhattan. Ah d'accord, très bien. Alors avec vous, Titi Biaté, on finalise du 5 majeur de la conférence Est tout de même, qu'on va voir en image. Hein. Je pense qu'il y a eu des blessures assez récentes concernant ce 5 majeur qui va sans doute bientôt apparaître. Alors, une analyse que je vous invite à faire par rapport au 5 majeur de la conférence Est. Quels sont les critères? Comment ça se passe pour la désignation exactement? Je pense que c'est au niveau des votes, si je ne me trompe pas. Je fais appel à l'expérience d'un joueur NCA. Oui. Vous avez peut-être oublié de le rappeler, non, qui a joué en NCA. On le dit assez souvent, NCA, effectivement. Il a des anciens coéquipiers qui sont aujourd'hui du côté de la NBA, bien sûr. Dans le 5 majeur, je pense que c'est au niveau des votes. Oui. C'est au niveau des votes. En fait, les 5 majeurs de chaque conférence, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, ce sont les joueurs qui ont eu le plus grand nombre de voix à leur poste. Au poste de meneur, on a un meneur. Et on a aux ailiers, il y a les deux qui ont eu le plus grand nombre de voix. Et également aux intérieurs, les 2 qui ont le plus grand nombre. Aux arrières, ailiers et intérieurs. Cette année, on a eu les frères Gasol qui ont eu le plus grand nombre de voix à l'Est et à l'Ouest pour le poste de pivot. Ce qui est une première d'avoir une paire de frangins. Alors, il y a une analyse sur le 5 majeur, du moins les joueurs qui ont été désignés pour la conférence Est. Alors, on voit si bien LeBron James, pour Gasol également, et je crois c'est Carmelo Anthony, oui, de New York.
Est-ce que ça va être le 5 qui va être désigné ou éventuellement, ces derniers temps, il y aurait des forfaits? Pour l'instant, à l'Est, pour les starters, le 5 contre 1, il n'y a pas de forfait. Contrairement à l'Ouest, on a John Wall. Du côté de l'Ouest, c'est ça? Oui, on a John Wall en meneur. Justement, on va voir ce qu'il en est du côté de l'Ouest, que voilà, déjà, bien sûr, oui. Oui, par contre, à l'Ouest, on a plusieurs blessés. On a déjà pour l'instant 3 blessés. On a Kobe Bryant qui est out, on a Blake Griffin qui est out. Et tout récemment, cette semaine, il y a eu Antonio Davis qui s'est également fait mal. Donc lui également, il est out. Et le coach de l'Ouest, Steve Kerr, a déjà désigné 2 remplaçants sur les 3. James Harden va commencer. Steve Kerr, l'ancien joueur des Bulls, c'est également l'ancien joueur de San Antonio. Il a gagné des titres avec Chicago et avec San Antonio. Donc il a déjà désigné 2 remplaçants et il manque qu'il désigne un 3e. Il y a James Harden qui va remplacer Kobe Bryant et Klay Thompson va remplacer Blake Griffin. Pour l'instant, on attend le remplaçant d'Antonio Davis. D'accord, très bien. Alors, justement, cet événement qui est le All-Star Game va nous amener à nous intéresser à une autre discipline qui s'installe au Cameroun, qui est le basketball 3x3, qui est entre guillemets aujourd'hui représenté par Paul Petit-Béaté, qui est aujourd'hui sur le plateau avec nous, bien sûr. Mais en dehors de cet événement, rappelons aussi qu'aujourd'hui, grâce à cela, Paul Petit-Béaté, vous avez permis à des jeunes Camerounais qui ne s'y attendaient pas de pouvoir postuler, du moins obtenir des places pour pouvoir se retrouver du côté des États-Unis et qui vont sans doute participer, du moins assister à cet événement. Racontez-nous un peu exactement ce qui s'est passé. Non, c'est trop dire que de dire que j'aurais permis moi tout seul à des jeunes, non, pas du tout. La Fédération camerounaise de basketball et l'ambassade des États-Unis en partenariat ont permis à des jeunes Camerounais de se retrouver aux États-Unis. Ça fait déjà pratiquement 10 jours qu'ils font des camps. Ils ont fait des camps de clinique du côté de Washington avec le coach Joe Tomu et plusieurs autres coachs. Hier, ils ont rencontré Kevin Séraphin. Ils ont fait un clinique camp du côté de Wizards, de Washington Wizards, l'équipe NBA. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à New York. Donc, ils vont participer, bon, pas participer, mais ils vont assister au NBA All-Star Weekend et seront de retour au Cameroun mardi. Alors, mais du côté, même si vous restez assez modeste tout de même, rappelons tout de même que tout cela va du principe du basketball 3x3. Qu'est-ce que c'est le basketball 3x3 d'ailleurs? Le basketball 3x3, c'est une discipline simplifiée du basketball traditionnel. En réalité, c'est beaucoup plus free, mais c'est intense. Beaucoup plus intense que le basketball 5 contre 5. On se retrouve dans des situations où on a besoin de beaucoup plus de cardio, contrairement à ce que les gens pensent, du fait que ce soit sur un terrain réduit. On se retrouve avec beaucoup plus on a besoin de beaucoup plus de cardio pour pouvoir faire le basketball 3x3. Maintenant, après, vous avez un règlement simplifié, le nombre de joueurs qui se retrouvent en train d'être diminué. Dans le basketball moderne, traditionnel, ça varie en fonction des ligues. On a 10 ou 12 joueurs, alors qu'au basketball 3x3, à l'international comme localement, c'est 4 joueurs. Alors, ces jeunes qui tout au moins se sont retrouvés aux États-Unis, un peu grâce à un critère de sélection que, grâce à la fédération, comme vous dites si bien, avait mis en place, quels ont été ces critères et pourquoi ces jeunes pas les autres? Non, alors, simplement, l'ambassade des États-Unis, qui a initié ce partenariat, a demandé à rencontrer des jeunes. Alors, nous, on a décidé au niveau de la Fédé de faire 2 camps. Malheureusement, on n'a pas pu faire les camps partout dans le Cameroun. On n'a que fait à Douala et à Yaoundé. Et issu de ces camps, on a donc retenu 3 joueurs et 1 coach. C'est donc eux qui sont partis pour... Mais quels étaient les critères d'objectivité, entre guillemets, que vous avez dû présenter dans votre partenariat avec l'ambassade des États-Unis? Parce que, permettez-moi la question, parce qu'on est au Cameroun. 2 fois, on vous demande de présenter des joueurs, etc. Ce sont les petites copines, les petits cousins, les petits amis. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce ne sont pas les petits copains, les petits amis qui ont été désignés? Non, je pense que c'est un stéréotype. Et j'appelle à tous les fans de basket, à toutes les entreprises que j'invite à venir sponsoriser le basketball 3x3. Arrêtez de penser qu'à la Fédé, il se passe des magouilles. Arrêtez de penser qu'à la Fédé, il se passe X ou Y. Aujourd'hui, le président de la Fédé, Doukou Samuel, a nommé un jeune, en l'occurrence moi, alors pour apporter une nouvelle dynamique au niveau de la Fédé. Les choses se passent de façon honnête, loyale. On a fait les camps, c'était
sous le regard de l'ambassade des États-Unis. Donc, quand nous on a donné les directives, voilà tel joueur, voilà tel joueur, voilà tel joueur, ils ont revu les vidéos et comme par hasard, ils se sont accordés avec ce qu'on a dit. Mais les décisions à la fin de la journée ont été prises par l'ambassadeur des États-Unis, lui-même personnellement, qui est un ancien basketteur. D'accord, très bien. On va voir avec la technique, bien sûr, pendant que vous nous expliquez exactement de quoi il s'agit, les conditions, tout au moins ces jeunes-là, au sein de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, pour l'obtention de leur visa. Mais on se souvient souvent, sur certains cas, sur d'autres disciplines sportives au Cameroun, des jeunes qui ont un mal fou à obtenir des visas. Mais avec votre cas, surtout avec l'ambassade des États-Unis, surtout dans le cadre du partenariat que vous évoquez, on a cette impression qu'il y a eu une véritable fluidité. Expliquez-nous un peu quelle est la relation qui vous met dans cette position-là avec cette ambassade. Déjà, c'est un concours de circonstances. Moi, je pense que nous avons des aînés au Cameroun qui ont fait et qui font beaucoup de choses. Je vais prendre le cas de l'aîné qui est en face de moi. Yves Lionel. Voilà, il fait partie de Nonem Camp, qui, eux, ils font vraiment les choses, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à Nonem Camp, ils font les choses bien pour le basket, pour que le basket en sorte gagnant. Donc je pense que c'est tous ces camps-là réunis qui ont fait en sorte que aujourd'hui, nous, on a bénéficié de leur expérience et l'ambassadeur des États-Unis a décidé qu'il va faire confiance au basketball 3x3, qui est une nouvelle discipline, qui va impulser autre chose. Mais je pense que le travail a été fait depuis par beaucoup de camps, par beaucoup d'aînés, ainsi de suite. Et je pense que Dieu au centre de tout. On ne peut rien sans lui. Oui, Yves Lionel Goundou, Oui, la en naissance fait, du basketball 3x3. Oui, en fait, je voulais déjà louer l'initiative de Titi Bellaté et de son équipe. Mais je voudrais également ajouter quelque chose à votre question par rapport à l'obtention des visas pour ces jeunes. On sait que du côté de l'ambassade des États-Unis, ce n'est pas toujours évident. Mais pour ce cas présent, je pense qu'ils ont obtenu des visas assez facilement parce qu'il y a des garanties que ces enfants, après le All-Star Game, vont revenir au Cameroun. Parce que c'est là où le problème se situe souvent. L'ambassade des États-Unis n'a jamais vraiment eu de problème à émettre des visas. Quand vous fournissez suffisamment de garanties qu'après vos études ou alors après les raisons de votre voyage, vous allez retourner dans votre pays natal, vous obtenez votre visa. Et je crois que ces garanties ont été fournies. Et comme Titi l'a dit, mardi, ces enfants seront accueillis ici à l'aéroport de Douala. Non, à l'aéroport de Simalène. À l'aéroport de Simalène. Et en fait, dans la délégation, il y a les enfants de Douala. Il y a un joueur et une joueuse de Douala. Voilà. Et il y a une joueuse de Yaoundé. Mais tous et vont un atterrir. entraîneur, François Inyégué, qui est de Yaoundé. Racontez-nous un tout petit peu la rencontre avec ces jeunes-là qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une sélection qui va les amener, une sélection qui va les amener du côté des États-Unis. En plus, ils vont retourner au Cameroun. Ils s'y attendaient pas. Tout de même. Alors c'est ça, même moi je ne m'y attendais pas. J'imagine. En réalité, au jour de ma nomination, le 20 novembre 2014, je reçois un coup de fil de la part de la chargée des affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis. C'est vous, monsieur tel? Je dis oui. Alors nous, on a décidé de fonctionner avec vous. Si je vous dis comment ça a été possible, franchement, je vais raconter n'importe quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est les aînés qui ont dû voir qu'aujourd'hui à la Fédé, il y a une nouvelle dynamique et ils ont dû me pointer du doigt. Il faut traiter avec lui. On pense que du fait qu'il était très critique avant, il va pouvoir faire des choses. Alors, une fois de plus avec la technique, pour voir exactement en image l'arrivée de ces jeunes du côté de l'ambassade des États-Unis, pendant que effectivement Yves Lionel Goundou va revenir sur ce cas. Comme l'avait dit tantôt Yves Lionel Goundou, avec les États-Unis, ça semble être une belle dynamique, du moins une nouvelle dynamique pour le partenariat entre la jeunesse camerounaise et plein d'autres choses. Oui, en fait, il y a plusieurs Sportivement parlant, bien sûr. Sportivement parlant, il y a plusieurs programmes qui existent pour développer le basket, que ce soit au niveau national ou alors au niveau international. On a par exemple le NBA Basketball Without Border, que l'on connaît tous. Et là maintenant, c'est un programme d'échange sportif entre l'ambassade des États-Unis, la NBA et les différentes fédérations, parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas seulement le Cameroun qui est représenté. Il y a des Maliens qui sont là-bas, il y a des Ivoiriens qui sont là-bas. Plusieurs pays africains sont représentés lors de ce voyage de 2 semaines aux États-Unis. Ils ont fait la côte Est, ils étaient à Washington, ils étaient en Virginie. Présentement, ils sont à New York, comme l'a dit Titi.
C'est une très grande expérience, ça, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est une initiative un peu avec le Richard Bamouté? Est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là, dans cette cette volonté de promouvoir une certaine jeunesse africaine ou camerounaise qui, effectivement, n'a pas autre possibilité que celle-là, ou bien un minimum de possibilités? On ne peut pas dire que la jeunesse africaine n'a pas autre possibilité que celle-là. Bien sûr. Et je pense que dire que c'est une initiative de Luc Richard Bamouté tout seul, ce serait... Non, ce serait la question de savoir si ça va dans cet élan-là. Voilà, ça va dans cet élan. En fait, la NBA et les États-Unis, ils ont compris que l'Afrique, c'est un continent qui reste à explorer, c'est un continent qui regorge de beaucoup de talents. Et donner l'opportunité à ces jeunes de pouvoir partir, et à ce coach qu'on voit à l'image, François Inyege, de pouvoir partir aux États-Unis, de participer à des cliniques, de vivre cette expérience. Il est sûr que quand il reviendra, il aura une autre vision du basket. Il aura une autre vision des choses et il pourra partager cette vision avec ses confrères qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais justement, vous qui avez été aux États-Unis, vous avez été en NCAA, qu'est-ce que ça fait pour un jeune coach comme lui qui va vivre cette expérience? Parce que rappelons-le, on va le dire pour une énième fois, ils vont tout de même assister à ce All-Star Game du côté de New York. C'est quand même assez, en termes d'événements, en termes d'organisation, en termes d'expérience qu'ils sont en train de vivre, c'est tout de même exceptionnel, surtout lorsque peut-être on ne s'y attend pas. Je dois reconnaître que je suis un peu le mouvement depuis le début, depuis qu'ils étaient à l'ambassade. Et chaque fois que je vais sur Facebook et que je regarde ces images, j'ai du baume au cœur, ça je dois le reconnaître. Parce que c'est une expérience qui sera inoubliable pour tous ces jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être qu'ils n'auraient jamais eu l'opportunité de pouvoir entrer dans cette ambassade déjà. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'ambassade, vous êtes dans le territoire américain. Et également arriver aux États-Unis, vivre tout ce qu'ils vivent. Je peux vous garantir qu'il y a des jeunes qui sont aux États-Unis depuis peut-être 5-10 ans qui n'auront pas vécu ce que ceux-ci auront vécu en 2 semaines. Parce qu'on leur a ouvert toutes les portes. Ils sont allés à la Maison-Blanche, ils sont allés au Verizon Center, ils seront au Madison Square Garden, ils seront au Barclays Center à Brooklyn. Il y a des gens aux États-Unis qui, en 5 ans, n'auront jamais vécu ce que ce sont. Mais vous parlez de temps de déplacement de gauche à droite, de la prise en charge, permettez-moi quand même la question. Ça se passe comment exactement, Yves Gounod, Tibilaté? Est-ce que c'est la Fédération camerounaise qui s'en occupe? Est-ce que c'est la Fédération 3x3? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? J'en sais rien. Non, vous vous doutez bien qu'à la Fédération, il n'y a pas les moyens. Donc, je profite de cette occasion pour dire une fois de plus, merci à l'ambassade des États-Unis qui a pris en charge. C'est l'ambassade des États-Unis alors? Totalement. Ah, d'accord. L'hébergement, les billets d'avion. Et le pire, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Le pire ou le mieux? Le pire, pour moi. Ah, d'accord. Ils ont payé ces jeunes, et jusqu'au coach, les frais de déplacement, jusqu'aux États-Unis. Ça, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux que dire merci à l'ambassadeur des États-Unis. Et malheureusement, on n'a pas les images ici, mais j'ai fait une émission mardi avec les représentants de l'ambassade des États-Unis. Le but de cette émission, c'était de leur faire dire devant les caméras que ce ne sera pas qu'un one-shot, qu'il y aura une succession d'événements ou de choses qui vont être faites pour la jeunesse camerounaise. Et ils ont promis que dès l'arrivée de ces jeunes mardi, le lendemain, il y aura une réunion qui va se passer à l'ambassade avec des journalistes où ils vont rééditer, je ne vais pas dire l'exploit, mais ils vont permettre à tout le monde de comprendre que là, ils donnent la possibilité aux 3x3 et en particulier la Fédération camerounaise de basketball d'aller beaucoup plus loin. On va faire des choses au Cameroun. Il faut juste que tout le monde... C'est dommage que ce soit toujours à l'international qu'on doit nous suivre. Parce que je pense que ici nous avons des entreprises citoyennes, ici nous avons des fans de basket qui peuvent nous donner la possibilité d'avancer. Alors, Titi Biaté, parlez-nous cette fois-ci plutôt des parents de ces jeunes-là qui aujourd'hui se trouvent dans la situation que l'on sait. Est-ce qu'ils sont en contact assez régulier avec vous pour savoir ce qu'il en est de leurs enfants? Et les enfants exactement de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe avec les différents camps d'entraînement? Ça se passe bien? Est-ce qu'ils s'acclimatent? Est-ce qu'ils s'adaptent? Est-ce qu'ils se sentent mal à l'aise? Est-ce que Alors, c'est fantastique parce que le pire, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'ambassade des États-Unis a même offert aux joueurs et aux coachs 2 coups de fil par jour. Ah, ok, d'accord. Depuis les États-Unis. 2 coups de fil. C'est de l'assistanat finalement. Hein. Je sais quoi dire de ce type de choses. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que Titi Biaté est beau qu'il a eu ça. Non. C'est bien parce que les aînés comme Yves Lionel et ainsi de suite, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, on nous donne
c'est pas pour Titi Bellaté ni pour le 3x3, c'est pour le Cameroun. On espère juste que tous autour, vous, Yves, Lionel et tout le monde, on va tous s'associer pour essayer de faire quelque chose, pour rendre les choses, parce que on ne va pas s'arrêter au niveau de ces enfants qui sont allés aux États-Unis. Le basketball 3x3, c'est une discipline qui sera au JO de Rio 2016, comme discipline démonstrative. C'est énorme. Il y aura des qualifications qui vont débuter là, dans très peu de temps. Donc, c'est pas qu'une histoire des États-Unis. Alors, très bien. Alors, avec vous, Yves Lionel, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, selon vous, sont en train de vivre le rêve américain, mais à la camerounaise, on va dire ça comme ça? Oui. Il n'y a aucun doute qui vive le American Dream. Et je pense, quand je regarde le profil de ces jeunes, le garçon, il a des très fortes chances de repartir, compte tenu de sa taille, déjà. Et, il est assez jeune maintenant, aussi. Oui, il est assez jeune, et il a une très bonne taille. Et il est exposé à un monde où il pourra vendre ses qualités. Maintenant, c'est à lui de pouvoir savoir tirer profit de l'expérience ou alors de l'opportunité qui lui est offerte. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Et comme Titi l'a dit, il y a eu d'autres programmes qui ont eu la même ampleur, la même envergure. Le problème qu'on a en Afrique, c'est que parfois, nous avons tendance à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais je me réjouis de savoir que ces jeunes reviendront parce qu'il y a eu des programmes ou alors il y a eu des compétitions où des jeunes sont partis et ils ont profité de cette opportunité qui leur était offerte pour prendre la poudre d'escampette. Ouais. Et en faisant cela, ça tue le mouvement, ça tue les autres opportunités qui auraient pu suivre. Mais je pense quand même que l'ambassade des États-Unis, avec le nouvel ambassadeur, qui est un monsieur très sportif, qui suit beaucoup le basket, principalement dans la Ligue du Centre, je crois que c'est un programme qui va continuer. Et je loue également l'initiative du chargé des affaires culturelles et sociales de l'ambassade et de son équipe, parmi lesquelles il y a la Camerounaise Madame Olivia Wanji. Alors on va voir une image de quelques photos effectivement de ces jeunes-là qui sont déjà à Washington, hein, lors de différents tournois, camps qui sont organisés, Titi Bellaté, et vous qui êtes en contact permanent avec ces jeunes. Aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a la fille, Fina Sorella, qui a gagné un concours de lancer franc. Il y avait pratiquement 97 jeunes. Et pas que les Africains. Il y avait des filles de Gonzaga, du lycée de Gonzaga, et les filles dans le lycée de Washington. St. John's College. St. John's, je pense. Ils étaient à peu près 97. Elle était la numéro 1. Mais, Titi Bellaté, je vais insister sur cette question. Ces jeunes au Cameroun ne sont pas, entre guillemets, dans des conditions pour pouvoir aller exceller aux États-Unis comme dans ce concours. Qu'est-ce qui peut justifier? Est-ce que dans ce pays, on a des talents naturels? Bien sûr qu'il y a de la ressource. Bien sûr. Il y a trop à faire. Il faut juste prendre le temps et essayer de donner les opportunités. Comme celle-là, il y a beaucoup de ressources. En parlant de ressources, Yves Lionel Ngono, le cas de ces jeunes demoiselles, vous avez aussi évoqué celui de ce jeune homme hein, qui est quasiment, qui risque de ne plus, du moins retourner, qui va revenir, ensuite retourner, sans doute à la suite des offres qui vont lui être présentées. Ça peut être éventuellement le même cas avec ces jeunes demoiselles? Oui, ça peut être le même cas, mais comme je l'ai précisé, il a un atout très important, la taille. Et également, il est jeune. Les demoiselles également, je crois, celle qui a gagné le concours de lancer, elle a une très bonne taille. Maintenant, il faudrait qu'elle puisse tirer avantage de l'opportunité. Très bien. On va en profiter, puisqu'on est au thème de cette édition, pour suivre d'ores et déjà le sujet de la prochaine édition. Le duel Canal+, Bein Sport se durcit. À coup d'attaque juridique réciproque, Canal+ et la chaîne qatari Bein Sport poursuivent leur duel sur les droits sportifs, qui se joue maintenant sur les droits des matchs de Ligue 1, un enjeu crucial. Les deux chaînes ont chacune marqué des points depuis quelques mois. Canal+ a racheté au prix fort les droits du top 14 de rugby, mais Bein Sport lui avait soufflé les 64 matchs du mondial, dont 36 exclusifs, et acquis les droits du mondial de handball 2015 et 2017. Canal+ et Bein Sport, la lutte est rude sur le terrain de sport. Selon le Parisien, la chaîne qatari aurait passé des accords avec les clubs de Ligue 1 et certains joueurs pour recueillir en exclusivité leurs déclarations. Ce sera au sommaire de votre bimensuel Samedi Sport, le jeudi 26 février à 22h15.
Ne manquez pas ce sujet tout aussi intéressant le jeudi 26 février comme annoncé. On en profite une fois de plus pour vous remercier l'ensemble des spécialistes, que ce soit de basket qui sont ici présents et ceux du foot en particulier qui sont au studio 2. Et bien sûr aussi, pourquoi pas envisager aussi dans des prochaines éditions. Alors là, la technique me fait une petite surprise. Ah ben bravo. Ah ben bravo. Joyeux anniversaire. Ah ben bravo. Joyeux anniversaire. Ah ben bravo. Joyeux anniversaire. Bravo. Joyeux anniversaire. Ah ben dis donc, bravo, vous me prenez de cours là. Vous me prenez de cours. Merci en tout cas, messieurs et dames. Sachez que nous, Samedi Sport. Ici, vous, Samedi Sport. Retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International.